Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et je suis heureux de vous présenter ici une série spéciale de 3 épisodes en lien avec les retombées de la dernière édition du Sommet DP, le Sommet du développement professionnel en éducation au Québec. Ce dernier a été présenté en décembre 2021. Une demi-année scolaire plus tard, où en sommes-nous? Quel chemin avons-nous parcouru dans notre démarche individuelle et collective de développement professionnel au cours de cette année scolaire qui a été parsemée encore une fois de plein de rebondissements et de défis, une gracieuseté pandémique? J'ai eu le plaisir il y a quelques semaines de retrouver en présence mon ami et collaborateur Marius Bourgeois, leader et coach chez Escouade Édu, avec qui j'ai co-animé la journée du 9 décembre dernier. Installé une fois de plus dans les espaces du cadre 21 à Montréal, nous avons pris le temps de faire le point sur ce que nous avons vécu, lu et entendu à travers nos réseaux respectifs. Après avoir abordé nos relations avec nos collègues dans le premier segment, nous poursuivons ici notre discussion en mettant les élèves au cœur de nos considérations pour ce deuxième épisode. Marius, on poursuit notre conversation? Absolument. Oui. L'école, c'est du monde. Absolument. Ça se passe dans des édifices, mais c'est les personnes qui sont dedans qui font toute la différence. Ouais. Puis s'il y avait pas d'élèves, peu importe leur âge, il me semble qu'il manquerait quelque chose. Il manquerait quelque chose de grand. De grand, hein? Oui. Pas d'éducation s'il n'y a pas d'élèves. Ben c'est ça. Puis quand on pense à élèves, puis tu sais, je regardais là, je fais une parenthèse, là, dans l'écriture épicène, là, puis de toute la recherche là, d'inclusion là, dans notre écriture, je voyais comme sur le site de l'Office de la langue française, comme de quoi le mot élève, c'est probablement le mot le plus universel. Okay. Tu sais, des fois, on pense que élève, ça fait référence seulement aux jeunes, mais non, toute personne en situation d'apprentissage peut être définie comme un élève. Fait que qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit des adultes en situation de formation continue, de développement professionnel, on est potentiellement des élèves aussi. Mais une chose est sûre, c'est que pour le réseau scolaire, la raison d'être dans laquelle on est là, c'est d'accompagner nos jeunes. Absolument. Tous les résultats, tous les objectifs ambitieux qu'on se fixe comme système d'éducation, ce sont les élèves qui les atteignent, dans le fond. On ne peut pas atteindre nos objectifs sans les élèves. Notre rôle, c'est d'influencer ce que les élèves sont capables de faire. Puis ensuite de ça, on se dit on a réussi ou pas tout à fait, ou il faudrait revoir certaines choses, ou on se dit, tu sais, donc c'est un peu ça. C'est vraiment important, l'élève. Puis, la relation qu'on a avec l'apprentissage, ce qu'on veut, c'est d'aimer, dans le fond, ce qu'on apprend, puis que cet amour-là, entre guillemets, nous engage à le faire toujours plus, à le faire en continu, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, là aussi. Là, fait que j'aurais le goût qu'on parle un peu quasiment du plaisir d'apprendre, dans le fond, là, qui est peut-être au cœur de nos préoccupations, puis qui a peut-être été au cœur des préoccupations des 2 dernières années aussi, parce que quand on est venu changer, parce que tu parlais un peu des édifices, quand on est venu changer en présence à distance, c'était une grande inquiétude qu'on avait, évidemment, que cette distance-là dans la relation avec nos apprenants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, parce que je pense que les chargés de cours à l'université sont retrouvés un peu dans la même méthode d'inquiétude, un peu de dire, est-ce qu'on va garder cette relation-là, puis est-ce qu'il y a pas dans la distance une évaporation du plaisir qui peut se passer, parce qu'avant tout, apprendre, il y a quelque chose de relationnel. Ah, absolument. C'est en tout cas, de mon point de vue de formateur, quand je suis à distance, c'est très difficile d'avoir un sentiment de connexion humaine. Puis c'est là que ça passe, hein, la relation, le sentiment d'appartenance. C'est difficile de se sentir inclus quand on n'a pas de sentiment d'appartenance ou quand il n'y a pas de connexion. On l'a vu en ligne avec les webcams fermées, ou les rencontres qui sont écourtées, ou des moments où on se demande si tout le monde est ensemble en train d'apprendre, parce qu'on ne peut pas avoir le contact visuel. On regarde une caméra. Et quand on regarde la caméra, on n'est pas en relation avec les participants. Si on veut être en relation avec le participant, on regarde le participant dans sa petite fenêtre. À ce moment-là, nos yeux ne sont plus alignés avec la caméra, donc les gens à l'autre bout ont l'impression qu'ils ont perdu la connexion humaine avec nous. C'est extrêmement difficile à entretenir cette synchronicité-là. Tu sais, quand on crée une relation, en anglais, on appelle ça « build rapport », être vraiment en connexion, puis
en relation avec l'autre. Puis, c'est difficile de communiquer non-verbalement une compassion pour l'autre en ligne. Donc, c'est clair, ça passe par là. Donc, avec nos élèves, de revenir en personne, on a accès à ça, ce contact visuel-là, un élève à la fois, la petite conversation de cadre de porte ou de corridor, quand on fait nos surveillances ou qu'on circule dans l'école, on a accès à ça. Donc, de prendre le temps pour ces moments-là, c'est précieux parce que en ligne, on n'a pas ça. On a autre chose, Oui, mais on n'a pas ça. effectivement. Puis, on sent, tu sais, moi, avec toutes les relations que j'ai eues avec les profs qui sont sur le terrain, peu importe leur niveau, ça a vraiment fait partie d'une certaine inquiétude de cette perte parfois de relation avec certains élèves, justement, à distance, puis de sentir une certaine forme d'impuissance par rapport à comment puis-je tendre la main virtuellement pour cet accompagnement-là, puis que ça venait jouer beaucoup, parce que, tu sais, on parle du plaisir d'apprendre, mais c'est venu jouer beaucoup sur le plaisir d'enseigner aussi, puis que là, on voit qu'il y a vraiment une relation, tu sais, bidirectionnelle aussi entre le plaisir d'apprendre qu'on essaie d'insuffler chez nos élèves, puis le plaisir d'enseigner comme nous-mêmes, là, comme enseignants. On peut pas probablement que si on n'a pas l'air d'avoir du plaisir d'enseigner, on peut sûrement pas facilement donner du plaisir d'apprendre de l'autre côté, là. On donne le ton, ça c'est clair. L'élève a quand même la responsabilité de s'engager. Tu sais, on peut créer les conditions, on peut, en bon français, faire son show pour donner le goût. C'est pas tous les élèves qui vont avoir le goût. Il y a toutes sortes d'approches et de stratégies qu'on met en place pour donner le goût, mais en bout de ligne, c'est toujours finalement le choix de l'élève de s'engager ou non. Puis s'il y a peut-être dans certains milieux des choses à réenseigner ou à réapprendre ou sur lesquelles on veut insister, parce que c'est pas facultatif, c'est justement que l'élève comprenne bien son rôle, que nous, on comprenne bien le nôtre. L'élève doit fournir l'effort. Ouais. Doit être là. T'sais. On fait tout ça, c'est plaisant. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le maximum d'effort. On veut avoir accès au talent de l'élève, dans le fond. T'sais. Si l'élève fournit le meilleur de ce qu'il a à offrir, on a accès à lui. Donc, si on a accès à lui, on a accès à son attention. Si on a accès à son attention, il y a peut-être accès à ce qu'on a à lui enseigner. Si on a accès à ça, là, on a de l'apprentissage. C'est là que la rétroaction devient intéressante parce que l'élève la reçoit et la rétroaction qu'on lui offre porte sur ce que l'élève a de meilleur à nous offrir. Ça a beaucoup plus de valeur, une rétroaction, par exemple, à Maxime Pelchat, si l'enseignant a eu accès au meilleur de ce que Maxime Pelchat a à offrir. Donc, je te donne une rétroaction sur ça, je t'amène dans ta meilleure prochaine étape. Mais si tu m'as fourni quelque chose qui est beaucoup inférieur à ce que tu es capable de faire, même si je te donne une bonne rétroaction, j'ai même pas eu accès à une réelle preuve d'apprentissage. Donc, toi, la rétroaction, elle ne te parle pas tant que ça parce que, dans le fond, tu le sais. Puis tu sais que tu n'as pas vraiment fourni le meilleur. Donc, on joue à quoi, là? Effectivement. Donc, c'est important, ce bout-là, de comprendre que tant que l'élève ne fournit pas le maximum d'efforts, il y a des choses qui sont moins efficaces. Donc, tu sais, quand on parle de l'efficacité en éducation, on est dépendant des choix quotidiens que font nos élèves dans nos établissements. Est-ce qu'ils vont choisir, avec monsieur un tel, de donner tout ce qu'ils ont? Puis ça, c'est le défi du quotidien. C'est d'où l'importance de la relation avec l'enfant. C'est ça que j'allais dire. Puis tu vois, tu remets le doigt dessus là, sur la relation encore. Parce que en t'écoutant, je réfléchis à quand j'ai fait un peu l'inventaire des réponses qu'on a eues au sondage après le sommet d'épée, de voir quel sujet, qu'est-ce que vous aimeriez approfondir dans le futur au sujet du développement professionnel. Puis si, dans des réponses qui sont revenues souvent, puis, tu sais, là, je parle quelques dizaines de fois, si je ne me trompe pas, là, ce qui touche autour de l'évaluation, puis là, je dirais / rétroaction. Puis, il semble que c'était déjà quelque chose qui était dans l'air pré-pandémie, puis qui est très, très, très collé justement à notre relation avec les élèves. Hein, parce que quand on fait de l'évaluation, c'est qu'on veut, on veut faire le constat de où est-ce que l'élève est rendu. Quand on fait de la rétroaction, on veut justement lui dire, poser un regard sur ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a développé, comment il se comporte et tout ça, puis qu'on veut réaligner, qu'on veut encourager, qu'on veut justement vraiment guider l'élève qui est là. Et ça semble avoir été une préoccupation, ces sujets-là, évaluation, rétroaction, qui ont pris une ampleur très importante, peut-être à cause de
qu'on prenait pour acquis, peut-être cette relation en présence qui est de dire comme, bon, l'élève il est dans la classe, c'est maintenant le temps de l'évaluation, t'étais là, fait que go, on évalue, puis que là peut-être qu'avec l'aspect de la distance qui s'est créé, justement, avec le virtuel dans les 2 dernières années, qu'on a senti l'importance de pas juste attendre à l'évaluation avant d'entretenir cette relation de communication par rapport aux apprentissages, comme au cours de l'année, puis de dire qu'on ne peut plus juste focusser sur le bulletin, on ne peut plus juste mettre comme tous nos œufs dans le même panier, qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire en continu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu de ton côté aussi, là, dans les échos que tu as eus, dans les accompagnements que tu as faits? Absolument, absolument. C'est, dans le fond, comment on se rend là, comment on se rend à l'étape où l'élève fournit un effort constant. Ça passe toujours par la relation, puis peut-être la posture qu'on adopte face à l'élève également. L'engagement, ça ne s'exige pas malheureusement. On peut offrir, comment je dirais, donc des éléments qui suscitent une motivation extrinsèque, comme la promesse d'une activité récompense, comme une bonne note, comme la menace de perdre ta récré si tu n'écoutes pas monsieur aujourd'hui, ou de perdre des points, ou d'avoir du travail supplémentaire. Il y a des stratégies comme ça qui, à court terme, peuvent amener l'élève à adopter les comportements positifs attendus, mais c'est extrinsèque. Je pense que si on vise l'intrinsèque, on va avoir l'émotion positive. L'enjeu dans tout ça, pour moi, quand on joue le marathon, là, on veut la vision à long terme, c'est la motivation intrinsèque. La différence entre ça et la motivation extrinsèque, c'est que souvent, quand c'est extrinsèque, c'est pas nécessairement... L'émotion n'est pas aussi positive, elle peut même être négative. Mm-hmm. Je vais le faire parce que j'ai pas le choix dans tel cours. Puis je pense qu'avec ce qu'on a vécu, là, on est tous dus pour avoir des émotions positives. Ça veut pas dire qu'on veut se rendre à l'école puis que c'est la fête tous les jours puis qu'il n'y a pas de rigueur. Mm-hmm. Mais je pense qu'une intention pédagogique valable, à partir de maintenant, c'est de se dire, OK, si on est rendu là dans la progression des apprentissages, si on veut que les apprenants, eux aussi, progressent, est-ce que l'intention pédagogique pourrait être de bâtir une relation et de susciter des émotions qui sont positives? Parce qu'il faut se rappeler que l'importance, ou en tout cas l'intention de la relation dans une école avec l'élève, là, c'est une relation d'amélioration continue. Ouais. Tu sais, on veut avoir une relation positive, mais il faut comprendre le pourquoi on est là. L'élève est là pour apprendre. Nous, on est là pour l'amener à apprendre. Donc, il y a comme des responsabilités. Ça, c'est l'intention de la relation. Donc, ça, c'est important parfois avec certains élèves et même avec certains parents de rappeler le pourquoi de cette relation-là, puis le mandat que nous avons dans l'école, d'amener l'élève à devenir tout ce qu'il peut. Ouais. Puis ça, ça demande de l'énergie, pas seulement de l'enseignant. Bien, ça me rappelle, là, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que parent, dans le fond, la direction de l'école où vont mes enfants a envoyé un courriel, un moment donné, un courriel explicatif pré-bulletin, en expliquant une nouvelle façon d'aborder le bulletin, notamment à cause du contexte scolaire qui a été comme changé, puis de dire que le plan A avait pas pu être mis en place parce que justement il y a vraiment eu des allers-retours, le quotidien a été chamboulé, et que ce qui est important là, c'est de poser un regard sur où est-ce que l'élève est rendu, peut-être notamment face à lui-même là, avant tout, puis d'avoir quasiment une bonne partie de commentaires qui sont qualitatifs au lieu de tomber automatiquement dans un bulletin qui va dans le quantitatif. Puis je me souviens d'avoir fait circuler cette lettre-là avec l'accord de la directrice en question. Okay. Puis sur les réseaux sociaux, dans un groupe Facebook qui parle justement d'évaluation, de réflexion là, au sujet de l'évaluation, Éval Change. Ouais. Et puis ça avait suscité énormément de réactions, puis même un raz-de-marée de réactions, parce que c'était comme de dire comme oui, on a besoin d'une certaine forme de modélisation de comment on peut aborder cette relation-là. Puis là, c'est comme le fameux triangle de dire qu'il y a l'équipe école, il y a l'élève, mais il y a aussi ses parents là, qui sont là pour l'épauler, puis que comment on peut améliorer cette communication-là pour vraiment témoigner de où est rendu l'élève dans ses apprentissages, face à d'où est-ce qu'il partait, où est-ce qu'on souhaite qu'il s'en aille aussi là, dans le laps de temps qui nous est donné dans une année scolaire. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir l'intérêt soudain, puis comme je te disais tantôt, on pose la question, quel sujet
au sujet du développement professionnel et dans toutes ces sphères, qu'est-ce qui vous intéresserait d'en entendre plus parler? Clairement, cette relation avec l'évaluation, qui est directement collée à l'élève, semble susciter beaucoup, puis ça nous ramène à notre posture d'enseignant. On est là juste pour juger les élèves, ou on est là pour les accompagner, puis puis là de voir, peut-être de voir qu'un équilibre qui est en train de se refaire entre peut-être l'importance relative qu'on donne à l'évaluation au sein même de notre pratique puis dans nos processus à l'école, puis de l'autre côté, de prendre de ce précieux temps-là pour essayer d'avoir des stratégies qui nous permettent de communiquer avec chacun des élèves pour qu'il sente qu'on lui parle à lui, là, que c'est pas comme un constat général, mais qu'on lui parle à lui. Et donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt, cet aspect de relation entre, là, de ce cas-ci, l'enseignant et l'élève. Là. Absolument. Écoute, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute parler de ça. Puis, tu sais, il y a l'évaluation formative, dans le fond. On utilise l'évaluation pour informer l'élève d'où il est rendu, puis sa meilleure prochaine étape, mais on informe aussi notre pratique avec ça. On peut prendre conscience de l'impact de nos stratégies, de l'efficacité de nos stratégies, du besoin de poursuivre ou d'enchaîner avec le prochain segment dans ce qui est dans la progression des apprentissages. Puis il y a l'autre chose, c'est quand tu dis on est là pour classer les élèves ou les juger. L'évaluation, malheureusement, qu'on parle d'engagement de l'élève, souvent c'est un moyen d'imputabilité. Tu sais. C'est une forme d'imputabilité. C'est la façon de garder des élèves imputables. Ouais. Ça génère le « ça compte-tu ». Ça compte-tu, qui est dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce qui va m'arriver si je ne fournis pas un effort louable aujourd'hui. C'est un peu ça que ça veut dire. Puis, les notes, moi, ce que je constate, là, avec les différents accompagnements que je fais, c'est que souvent, l'élève, ce qu'il veut voir, c'est une bonne note. Puis les élèves ont comme l'impression, puis même certains parents ont l'impression qu'une bonne note, ça veut dire on vient de porter un jugement sur l'enfant. Alors que ce qu'on fait, c'est on porte un jugement sur la qualité d'un travail ou de la progression de l'enfant. Donc, je pense que c'est important, quand tu parlais de la rétroaction tantôt, quand on donne une rétroaction, quand on dit à l'élève où il est rendu, ce qu'on est en train de faire en même temps, c'est de dissocier l'élève de son rendement scolaire. C'est la tâche présentement, la qualité de la tâche est rendue là. Donc, quand on va porter un jugement, c'est sur la qualité de la tâche, pas la qualité de la personne que tu es. Ça, je pense que c'est important de nuancer ça. Puis, c'est certain que la qualité de la tâche vient de la qualité de l'individu, de ses stratégies-là. Mais on s'entend, on ne juge pas les élèves. On porte un jugement sur la qualité de ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils savent, de qui ils sont, dépendamment de l'angle de l'évaluation. Mais c'est un peu ça. Sur ça, je pense que c'est important dans l'établissement de la relation qu'on a avec l'enfant, qu'il soit âgé de 5 ans ou de 18 ans, là, tu sais. Puis pour revenir à un élément qu'on disait en entrée de jeu, au début de notre conversation dans cet épisode-ci, plaisir d'apprendre, plaisir d'enseigner, clairement, il semble qu'il y ait un intérêt dans le plaisir d'enseigner, de mettre plus de place à cette rétroaction-là, plus constante, puis comme tu disais, là, dans un but d'amélioration continue chez l'élève, au sein même de la pratique des enseignants, que faire plus de ça entraînerait plus de plaisir d'enseigner, et on pourrait penser que donc il pourrait avoir après ça un plaisir d'apprendre plus grand là, qui se trouve voyons, j'allais dire à être un effet positif pour les élèves, c'est ça que je voulais dire. Et que de toujours compter des choses, que ça devient comme quelque chose qui est au contraire un élément qui m'enlève du plaisir, qui m'enlève du plaisir d'enseigner. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est de dire, la rétroaction semble porter aussi un fardeau de dire comme comment faire pour individualiser de façon vraiment comme efficace et précise et réalisable dans mon quotidien de tous les élèves à qui j'enseigne. Parce que, bon, on sait qu'un prof de primaire a une quantité plus limitée d'élèves avec plusieurs dimensions à les accompagner, alors qu'au secondaire, ben là, c'est peut-être, on a des dimensions plus restreintes, mais avec un nombre plus grand d'élèves. Fait que comment on fait pour intégrer de bonnes pratiques
des stratégies, dans le fond, pour faire de meilleures rétroactions, pour être en mesure de plus faire cet élément-là qu'on pense qui semble porter fruit. Puis ajouter aussi à travers ça, c'est efficace, mais ça nous donne du plaisir à enseigner et donc ça devrait contribuer au plaisir fait que ça, je pense qu'il y a un beau défi de développement professionnel autour de développer ces stratégies-là qui nous permettent d'être plus efficaces dans cette rétroaction plus, on pourrait dire, plus individualisée, et c'est ça, là, et réalisable, parce que je pense que le défi se trouve être là, comment faire ça et que c'est humainement possible dans une semaine de travail. Là. Ah, absolument. Puis pour moi, une des clés pour le plaisir d'enseigner, c'est quand on voit que nos élèves apprennent. Mm-hmm. Puis le plaisir vient aussi, je pense, quand on est conscient de l'impact de nos décisions. En d'autres mots, si on voit qu'on est capable d'agir sur l'efficacité d'un groupe d'élèves, ou en tout cas de leur capacité d'apprendre en notre présence, ça devient plaisant à enseigner. On n'est plus à la merci de nos listes de classe. On n'est pas à la merci de comment ils se sentent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont accepter de faire. On a des relations positives. On a établi notre crédibilité. On s'est peut-être même, j'ose dire, établi en tant que leader dans notre salle de classe. Et il y a des choses qui ne se produisent plus dans notre salle de classe quand on est rendu là, parce qu'on est rendu là au niveau relationnel. Puis ça ouvre la porte à toutes sortes de stratégies pédagogiques qui fonctionnent bien parce qu'on est là au niveau relationnel. Donc, c'est tellement important ce que tu dis, le plaisir d'enseigner. Mm. C'est le fun d'enseigner, mais pas quand les élèves ne veulent pas apprendre. Absolument. C'est fantastique quand ils veulent apprendre et quand on a des stratégies pour susciter cet engagement-là. Ça change la game en bon français. Absolument. Puis quand on parle de stratégies qui suscitent l'engagement, c'est sûr qu'on en vient à penser aussi à une certaine forme de dynamique de classe, puis ultimement de gestion de classe, parce que, comme on en parlait préalablement, cet élément d'avoir une atmosphère qui fonctionne bien, qui est propice à l'apprentissage, et où est-ce que les comportements désirés sont explicitement démontrés, et que lorsque ça se passe pas comme ce qui était souhaité, bien, qu'il y ait comme des mécanismes qui expliquent clairement c'est quoi le problème. Oui. Puis de l'autre côté, qui engage vers justement les comportements qui sont souhaités aussi. Fait que j'ai comme l'impression que cet aller-retour maison puis en présence en classe nous a rappelé encore comment créer les conditions propices puis d'avoir une gestion de classe qui est efficace, autant pour l'enseignant évidemment que pour les élèves. Ça demeure encore un enjeu de premier plan, là. Puis comme on le disait aussi préalablement, particulièrement dans les dernières semaines qui nous amènent à la fin de l'année, où est-ce que traditionnellement, il y a des fois un petit relâchement, mais que justement, on veut aussi partir l'année prochaine du bon pied dès le début, puis en se disant aussi que peut-être qu'il faudra être flexible encore à l'automne 2022. Peut-être. Ben, l'enseignement explicite, ça marche. C'est efficace. Donc, au niveau du comportement, des habiletés sociales, même au niveau de l'intelligence émotionnelle, je pense que ça va faire partie, ça, du curriculum qu'on pourrait appeler caché à la rentrée scolaire. C'est le point de départ, théoriquement, d'un élève qui est, je ne sais pas, moi, en secondaire 4, en physique, je ne sais pas. Dans la progression des apprentissages, le point de départ, c'est là. Le 1er septembre, on part là. Combien d'élèves vont être au 1er septembre dans leur développement après 2 ans? Je ne sais pas. Mais ça se peut qu'on constate des choses. Puis dans le curriculum caché, en d'autres mots, ce qu'on va devoir donner comme outils qui ne sont pas au programme, qu'est-ce qu'on va choisir de faire face à nos constats de la rentrée? On va exiger? Puis là, ils ne seront pas dans leur zone proximale de développement. Ils ne seront pas dans des positions de ressentir des émotions positives. Pas dans on crée une relation, là. Juste exiger. Donc, il y a des enjeux là majeurs qu'on va devoir se questionner. Puis ça revient à la zone proximale d'adaptabilité, la posture, comment on voit ça. Puis qu'est-ce qu'on va enseigner à nos élèves pour les outiller? Dans ma tête, je vois comme 2 pôles. Il y a l'obéissance puis l'autonomie. Oui. On va-tu vouloir seulement l'obéissance des élèves pour aujourd'hui, pour que mon cours d'aujourd'hui fonctionne bien, ou on va se dire, non, attends un petit peu, j'ai un plan de match. Puis d'ici la mi-octobre, fin octobre, ils vont devenir graduellement autonomes. Je vais les outiller pour qu'ils soient capables d'apprendre et former une culture d'apprentissage dans la classe. Puis ensuite, de ça, graduellement, on décolle, mais on est ensemble. Parce qu'on peut revivre le 1er septembre pendant 4 mois si on exige seulement l'obéissance pour se rendre à la fin du cours de 75 minutes.
l'année peut être longue. Absolument. Ouais. Puis, tu vois, quand tu dis ça, puis je repense à cette zone proximale de développement, puis notamment pour les élèves, il y a encore, puis peut-être de façon encore plus marquée après 2 ans de chamboulement où est-ce qu'il a fallu s'adapter beaucoup, qu'il y a encore une forme d'accompagnement à faire avec eux sur les bonnes stratégies d'organisation, hein, tu sais, comme le apprendre à apprendre, le savoir organiser ses apprentissages. Les habitudes de travail. Oui, qu'il y a de la modélisation à faire là. Puis encore là, on parle d'enseignement explicite aussi. Il y a comme un... Tu sais, je sais que c'est une expression que tu emploies à quelques reprises, là, tu sais, comme revenir au jeu de base. Oui. Hein, puis à quel point il y a peut-être encore de ça, même à cette fin d'année scolaire-ci, pour dire comme c'est quoi le jeu de base là, pour ça, tu sais, pour bien vivre justement cette fin d'année scolaire-là. Puis même chose de repartir une autre année scolaire. Parce que ça, moi, c'est sûr que dans mon réseau, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Là. C'est cette espèce de relation un peu des fois indirecte entre cette organisation des apprentissages-là de la part des élèves, puis tu parlais d'autonomisation tout à l'heure, parce qu'on veut les rendre autonomes puis la gestion de classe, puis qu'on a l'impression que, moins peut-être qu'il y a d'autonomie, plus il y a de la gestion de classe à faire de l'autre côté, puis là, on a l'impression de toujours être en lutte pour créer un environnement d'apprentissage, mais que c'est ça, il faut que tout le monde se sente engagé là-dedans, fait qu'il y a peut-être encore une attention particulière à adresser à ces stratégies d'apprendre à apprendre. Absolument. Moi, je pense que je vois comme 2 continuums, un à côté de l'autre, là, en parallèle. Je vois la PDA. Il y a la progression des apprentissages. Puis sur une ligne, ce que je vois, c'est ma planification annuelle. Elle est bien droite. Je sais où je m'en vais. Sur l'autre ligne, la ligne est zigzag pas mal. Ça va tout croche pour chacun des élèves. C'est la progression des apprenants. C'est la même PDA. Je me dis en septembre, si on suit notre planif, qu'on insiste à mettre de l'avant seulement ce qu'il y a au programme parce qu'on veut être rendu là, puis c'est important, puis on a déjà 2 ans, puis ça se peut qu'on travaille plus fort que les élèves. Si on suit la progression des apprenants, puis qu'on s'ajuste avec le programme pour les garder dans une zone où on les autonomise, on suscite des émotions positives, mais on les responsabilise, mais je pense qu'on a plus de chances à cette vision à long terme de les amener à apprendre que si on insiste sur strictement l'obéissance au quotidien, puis fait le travail, parce qu'il faut que j'évalue, puis ça compte. Donc, mon grain de sel. Puis ça revient à ce qu'on disait au début, tout ça dans un objectif de susciter un plaisir d'apprendre qu'on veut le plus continu possible, qui est directement relié aussi à un plaisir d'enseigner qu'on veut aussi le plus continu possible. C'est exactement ça. Puis j'aime rappeler aux gens que à la blague un petit peu, mais les parents vont nous envoyer leurs meilleurs enfants à la rentrée scolaire. Tu sais, les enfants qui vont être là, c'est les meilleurs qu'ils ont. Ils ne gardent pas les meilleurs à la maison. Puis je pense que dans notre autre épisode, au autre segment, on a parlé du travail d'équipe. Nous, on va leur offrir la meilleure équipe qu'on a. Puis tu sais, je pense que c'est des choix conscients qu'on peut faire comme équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qu'on a devant nous? Parce qu'il n'y a pas un élève qui va se présenter en septembre avec l'intention de ne pas être beau, pas être bon, pas être aimé par ses profs. Donc, présumer des bonnes intentions de leur part aussi, malgré certaines choses qu'on peut observer qu'ils ont besoin d'avoir, puis que peut-être qu'on n'aura jamais vu ça, un élève de secondaire 4 qui a l'air de ça. Pas grave, on va le prendre là, puis on l'amène. On peut agir là-dessus. Tellement important. Et vous? Comment s'est passée cette dernière année scolaire avec vos élèves? Quelle démarche de formation continue avez-vous mise en action pour bonifier votre enseignement, votre accompagnement, au profit de la relation avec vos apprenants? Marius et moi aimerions connaître vos réactions sur le sujet. Je vous invite à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic DP Continue pour rejoindre la conversation. Je vous invite également à consulter le site web sommetdp.ca où sont archivés tous les contenus présentés lors des 3 éditions de l'événement. Je salue une fois de plus, au passage, nos précieux collaborateurs de 2021. Bien sûr, Escouade Édu, l'École branchée, l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec et le ministère de l'Éducation du Québec pour son soutien. Cette discussion avec Marius se poursuit dans le 3e et dernier épisode de cette série spéciale. Nous aborderons la dimension plus personnelle d'une démarche de développement professionnel. À bientôt!